Alors, la vidéo du jour, Sahara, ressources et conflits. Tout de suite, l'introduction. Vous pouvez commencer l'introduction en disant que contrairement à l'image du Sahara, un espace vide et magnifique, l'exemple de la Libye, qui revient régulièrement à l'actualité, montre que c'est un espace qui est riche de ressources, à l'image du pétrole, et que c'est un espace conflictuel. Dans le cadre de la Libye, aujourd'hui, il n'y a plus d'État, il y a des groupes qui sont en rivalité les uns les autres, et vous avez en particulier le groupe terroriste d'État islamique qui essaie de prendre le contrôle du pays. Le Sahara est donc l'une des zones les plus conflictuelles du globe avec le Moyen-Orient, mais c'est aussi un espace aux multiples ressources. Et il y a un lien entre les deux, parce que la carte des conflits et la carte des ressources se superposent souvent. Donc, dans l'introduction, on peut se demander dans quelle mesure les ressources permettent d'expliquer les conflits de la région. Alors, dans une première partie, il faut montrer pourquoi c'est un espace aux multiples ressources, et en quoi ces ressources peuvent entretenir les conflits, et dans un deuxième temps, montrer que les conflits ont pour cause les ressources, mais pas uniquement. Alors, on commence tout de suite la première partie, des ressources qui sont convoitées dans un espace qui est contraignant. Alors, il faut d'abord rappeler les contraintes, pour revenir sur l'idée que le Sahara est quand même un espace où il est difficile d'exploiter les ressources. Contraintes de cet espace. La première contrainte, c'est évidemment l'aridité qui caractérise l'espace, c'est-à-dire moins de 100 mm d'eau par an, et au-delà, les écarts de température importants qui fragilisent les infrastructures. La deuxième contrainte, c'est l'immensité. Et à cette immensité s'ajoutent des zones montagneuses. C'est un désert de 8 millions de kilomètres carrés qui va de la Mauritanie à l'Égypte et de la Tunisie au pays du Sahel au sud, le Sahel qu'on intègre à l'espace d'études. Cette immensité liée à l'altitude d'une partie de cet espace, en tout cas à son caractère montagneux, en fait que c'est un espace difficilement contrôlable par les États. Et donc c'est un espace poreux. Et la difficulté de contrôle des États favorise les conflits. Mais c'est aussi une ressource pour les échanges. Et donc c'est ce qui nous amène à la deuxième partie, grand B. L'immensité de l'espace, on peut considérer que c'est une ressources pour les échanges. Échanges qui parfois favorisent les conflits, ce qu'on va voir maintenant. Il faut rappeler qu'il y a une tradition d'échange dans cet espace, qui était en particulier le fait de peuples nomades, et tout particulièrement les Touaregs, qui pratiquaient le commerce caravanier. Aujourd'hui, les échanges sont nombreux, et il y a en particulier des trafics qui sont parfois illégaux, parfois légaux aussi. Les trafics illégaux se sont multipliés, c'est le cas en particulier de la drogue, 15% de la drogue mondiale, mais vous avez aussi des trafics illégaux plus originaux, pièces détachées d'automobiles à destination du reste du continent africain, lait en poudre, je vous l'avais dit. Autre trafic qui est en croissance dans le désert, ce sont les trafics de clandestins. Pourquoi ? Parce que la route par le Sahara est peu contrôlée, et donc une route en apparence plus sûre pour les clandestins, et par ailleurs que le Sahara débouche sur la mer Méditerranée, et derrière la mer Méditerranée, il y a l'Europe, et en particulier les petites îles italiennes. Donc c'est une route qui est très empruntée par les clandestins, mais qui est devenue extrêmement dangereuse, et qui nourrit les conflits, parce que ces clandestins sont souvent rançonnés, et l'argent qu'ils dépensent sont pris par des mafias, qui sont en lien avec des groupes guerriers. Alors, ça nous amène à la dernière idée de ce grand B, c'est que contrairement aux apparences, c'est un espace, grâce à ses ressources et grâce à ses échanges, qui est habité. Et la croissance de la population est importante, puisqu'il y avait 2 millions d'habitants en 1960, il y en a plus de 10 millions. Et cette croissance se fait dans des villes, les villes qui sont des villes relais pour l'exploitation des ressources et pour les échanges. Je vous avais cité l'exemple de Tamanrasset. Alors, dans un grand C, il faudrait revenir sur les ressources naturelles de cet espace, qui sont elles aussi au cœur des conflits.
en commençant par parler de la ressource la plus indispensable à l'espace, qui est l'eau. Et cette eau est aujourd'hui majoritairement exploitée par les États et par les populations locales. Contrairement aux apparences, le désert est un désert qui a beaucoup d'eau. Et cette eau, elle est sous la forme de nappes aquifères fossiles, c'est-à-dire une eau qui s'est agglomérée dans les sous-sols il y a des millions d'années, qui est aujourd'hui très profonde, mais qui ne se renouvelle pas. Cette eau, elle est indispensable parce qu'elle permet la pratique de l'agriculture, en particulier dans le sud du désert. C'est le cas en Libye, c'est le cas en Algérie, et ça permet le contrôle de zones frontalières qui sinon seraient inhabitées. Mais cette eau, elle permet aussi de servir les villes, les métropoles côtières du Sahara, qui sont sur le bord de la Méditerranée, et qui utilisent cette eau du désert. Cette eau n'est pas une ressource de conflit, n'est pas une source de conflit aujourd'hui, mais elle pourrait le devenir parce que c'est une ressource qui est épuisable et son niveau baisse constamment. Et donc elle pourrait devenir à l'origine de conflits. Les ressources qui sont aujourd'hui plus conflictuelles parce qu'elles sont plus convoitées, davantage convoitées, pas uniquement par les États, ce sont les ressources du sous-sol, hydrocarbures et minerais. D'abord, il faut montrer la diversité de ces ressources. Les hydrocarbures sont nombreux dans la région. Ils sont sous la forme de pétrole. On a l'exemple de la Libye, premier producteur de pétrole de la région, et de gaz, avec l'Algérie, qui est le 6e producteur mondial. Pour exploiter ces ressources, on a construit d'importantes infrastructures, en particulier des pipelines, à destination de la Méditerranée, parce que ce sont des ressources qui sont destinées à être exportées. Et on a aussi des ressources en minerais, je vous l'avais cité, la Mauritanie avec le cuivre, le fer, le phosphate au Maroc, l'uranium au Niger, 4e producteur mondial d'uranium, le Niger. Alors, on ne va pas tout de suite parler des conflits, mais on va montrer qu'il y a une compétition autour de cette exploitation qui peut entraîner des conflits. Effectivement, cette exploitation se fait en partenariat entre les États, mais aussi beaucoup des firmes transnationales étrangères. Ces firmes transnationales étrangères appartiennent à différentes puissances, la France, la Chine, développement de cadre de la Chine-Afrique. Il y a différents types de tensions. Tensions entre les firmes transnationales qui sont en rivalité pour obtenir l'accès aux ressources, mais aussi tensions créées par la présence de ces firmes transnationales parce que les populations locales estiment qu'elles volent leurs ressources sans permettre le développement du pays. C'est le cas en particulier au Niger avec l'entreprise Areva ou les entreprises chinoises. Cependant, CFTN participe tout de même au développement de ces territoires par les devises qu'elle donne dans les territoires pour acheter les ressources. Mais on va voir dans cette deuxième partie en quoi ces ressources sont en partie la cause des conflits. Dernière ressource, c'est le paysage du désert, puisque ça permet la pratique du tourisme. Mais là, cette ressource aujourd'hui est en déclin parce que la présence de groupes terroristes dans la région et la pratique des enlèvements rend la région extrêmement peu sûre et donc une baisse de la pratique touristique. C'est le cas en particulier en Égypte et en Tunisie. Donc on peut commencer la deuxième partie, un conflit qui est lié en partie aux ressources. Alors, nous allons voir dans un grand A le rôle des ressources dans les conflits entre États, à travers un premier cas qui est l'étude de l'espace soudanais. Le Soudan s'est divisé en 2011, en deux parties, à la suite de plusieurs années de guerre, entre un Nord-Soudan et un Sud-Soudan. Une des causes de cette division était la présence de pétrole, qui était majoritaire au Sud-Soudan, et c'est une des raisons pour laquelle le Soudan a voulu s'indépendantiser du Nord-Soudan. Mais nous allons montrer que la ressource n'est pas l'unique cause des conflits, puisque aujourd'hui, à l'intérieur même du Sud-Soudan, il y a des conflits qui ont amené une famine. Et pourquoi il y a des conflits? Il y a des conflits parce que l'État du Sud-Soudan est un État corrompu, et donc critiqué, et un État extrêmement faible, qui ne parvient pas à faire que son autorité soit acceptée par tous. Cela s'explique parce que cet État est formé d'une mosaïque de peuples qui sont en rivalité les uns
avec les autres. Vous aviez dans votre cahier le nom de ces peuples que vous irez rechercher. Et donc aujourd'hui, le Sud-Soudan, vous avez un conflit culturel et une guerre civile à l'intérieur du Sud-Soudan qui entraîne une famine, je vous l'ai dit. Et s'il y a une séparation entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, ce n'était pas uniquement pour des raisons de ressources, c'était aussi pour des raisons culturelles, puisque le Nord-Soudan était à majorité musulmane, tandis que le Sud-Soudan était à majorité chrétienne. Alors, si on sort de l'exemple du Soudan, on se rend compte que beaucoup de conflits de la région sont des conflits qui sont liés à la décolonisation et aux frontières de la colonisation. C'est le cas en particulier du cas du Sahara occidental, puisque lorsque le Maroc parvient à l'indépendance complète en 1976, le Sahara occidental revendique, lui aussi, son indépendance de l'Espagne. Mais le Maroc refuse l'indépendance du Sahara occidental, considérant que c'est une partie de son territoire. Et il y a depuis 1976 une guerre larvée entre le Sahara occidental et le Front Polisario qui fait la guerre pour son indépendance et le Maroc qui refuse cette indépendance, guerre qui entraîne des flux de réfugiés. Une autre cause de conflit qui est là encore liée à la question des frontières, c'est le nomadisme, puisque nous l'avons vu avec le commerce caravanier, une partie des peuples du Sahara sont des peuples nomades comme les Touaregs. Et ces Touaregs ne veulent pas appartenir à un État-nation. Et ils demandent une reconnaissance de l'autonomie de ce peuple Touareg. Et c'est le cas aujourd'hui au Mali. Et la rébellion Touareg s'est réactivée en 2012 au Nord Mali avec le Sud Mali, puisque au Nord Mali, il y a une majorité de population Touareg qui demandait une autonomie, une indépendance du Nord Mali par rapport au Sud Mali. Cette rébellion a entraîné une intervention de la puissance française parce que, à la suite des printemps arabes, cette rébellion a été aidée par des groupes djihadistes, en particulier le groupe AQMI. Et c'est au nom du risque terroriste que la France est intervenue pour maintenir la stabilité du Mali, qui voulait aussi dire la stabilité de l'ensemble de la région. Et effectivement, le grand conflit actuel dans la région est le conflit qui est lié au terrorisme islamiste, et on va voir que c'est un conflit de la mondialisation. Les causes de développement du terrorisme sont à nouveau la faiblesse des États, qui ont du mal à contrôler l'ensemble de leurs frontières. Et à la suite des printemps arabes, vous avez eu en particulier un pays qui s'est effondré, qui est la Libye en 2011, qui disposait d'énormément d'armes, et toutes ces armes libyennes ont été finalement vendues aux groupes terroristes qui étaient implantés dans la région, qui a permis le développement de l'État islamique, mais qui a permis aussi le développement d'AQMI. Cette présence de groupes terroristes dans différentes parties du Sahel explique en partie l'intervention des grandes puissances. Les grandes puissances sont intervenues dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre de l'ONU, c'est le cas en particulier de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, dans différents pays, le Mali, la Libye en particulier. La cause de ces interventions, c'est de sécuriser l'espace saharien pour sécuriser les pays européens, puisque ces groupes terroristes revendiquent des attentats dans le monde occidental, mais c'est aussi de protéger les intérêts occidentaux dans ces régions, en particulier les FTN, puisque les employés des FTN étaient des cibles premières du terrorisme, et par ailleurs, si les États deviennent des États peu sûrs, l'exploitation des ressources ne peut pas continuer, et donc les FTN se retrouvent en danger. Et l'une des raisons de l'intervention française au Mali, c'était aussi de protéger le Niger, qui était voisin du Mali, pour permettre la préservation de l'exploitation de la ressource en uranium du Niger. Par ailleurs, on voit bien que les ressources sont au cœur du conflit terroriste, djihadiste, puisque les groupes djihadistes cherchent aussi à prendre le contrôle des ressources de la région pour continuer à mener leur guerre. C'est le cas en particulier de l'État islamique en Libye, qui cherche à prendre le contrôle des puits de pétrole pour revendre ce pétrole et ainsi avoir des entrées d'argent qui lui permettent de mener la guerre. Et donc, en dernier point, on voit que malgré les ressources, les conflits empêchent le développement de la région. Le Sahara
Et le Sahara et le Sahel sont les deux espaces qui concentrent le plus grand nombre de PMA, pays les moins avancés, les pays les plus pauvres de la planète, malgré le grand nombre de ressources que nous avons vues. Et donc on s'était demandé dans quelle mesure les ressources pouvaient expliquer les conflits. Nous avons vu que ces ressources entretiennent les conflits, même si les conflits n'ont pas uniquement comme cause les ressources, mais ont aussi des causes politiques et culturelles. On pourrait se demander à l'échelle du continent africain, quel est le rôle des ressources dans le développement des territoires ?